Donc on va rentrer aujourd'hui sur l'entreprise et son environnement. Donc on va rentrer dans le dur. Là vous allez voir que en fait ce qui se passe, les cours sont un peu tournés de la façon suivante. C'est que vous avez toujours des grosses parties théorie, puis on fait des exercices, on passe sur de la théorie, on fait des exercices, on essaye de varier un peu, on essaye de passer d'un bout à un autre. Mais il y a pas mal de contenu là, surtout au début de la formation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous débarquez dans un nouveau métier, vous n'avez pas tous le même niveau, vous n'avez pas tous la même expérience. Donc s'il y a des choses que vous savez, que vous avez déjà vues, eh bien, très bien pour vous. Peut-être aider ceux qui sont à côté de vous s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Moi je crois beaucoup à l'intelligence collective. Mais du coup, ne vous inquiétez pas de dire ça je le connais, c'est déjà vu, j'en ai rien à foutre ou quoi. Parce que là, vous vous mettez en fait dans une attitude mentale qui est négative, vous allez décrocher, et puis après, quand il y a des trucs importants qui vont passer, vous n'allez pas être là. Physiquement, vous allez être là, mais votre tête sera ailleurs. Donc du coup, gardez focus. Les journées font 6 heures, c'est vraiment cool là. C'est vraiment cool, hein. On fait 9h midi, 13h, 16h. C'est vraiment confortable pour vous. C'est vraiment confortable pour vous. Donc du coup, je vous demande, pendant ces 6 heures-là, un maximum d'attention, un maximum de focus. Et encore une fois, vous allez voir, l'idée d'être là vraiment à 9h le matin, de rester jusqu'à 4h, d'avoir un minimum de jours d'absence, pour vous, tout ça fait que à la sortie, vous mettez le plus de chances de votre côté pour justement avoir votre examen, et puis derrière, les prochains jours. Donc l'entreprise et son environnement, on va aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. L'objectif du cours, ça va être déjà d'identifier les facteurs d'influence de l'entreprise. J'ai envie de dire, ne notez même pas ça. Vous allez voir en formation, ne notez pas tout, sinon vous allez devenir dingo de chez dingo. Parce qu'il y a énormément à noter, il y a énormément à prendre. L'idée, ça va être pour vous de faire de la prise de notes. La prise de notes, c'est vraiment noter l'essentiel, noter l'important. Donc vous allez voir que ça, on va le décortiquer tout au fur et à mesure de la journée. Donc du coup, vous allez juste comprendre ce dont on va parler, et puis derrière, on va aller dans le détail en fait tout au long de la journée. Donc on va effectivement identifier les facteurs d'influence de l'entreprise, comment comprendre, pardonnez-moi, le fonctionnement de l'entreprise dans son environnement, et on verra de quoi il s'agit. Vous allez voir que vous allez avoir un environnement intérieur et un environnement extérieur, ce qu'on appelle, comment on appelle ça professionnellement parlant? Interne externe, donc du coup on peut parler de quoi quand on parle de l'environnement d'entreprise? Micro, macro, petit, grand. En fait, vous allez voir qu'on va renfermer d'un côté, on va ouvrir de l'autre. Micro, macro, environnement. Vous avez entendu ce terme-là? Micro-environnement, macro-environnement. Donc vous allez voir qu'on va rentrer là-dedans, effectivement, dans le micro et dans le macro-environnement de l'entreprise. Et puis donc comprendre l'organisation interne, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise, quels sont les différents schémas, quels sont les différents services en fait qu'on a dans l'entreprise, et qu'est-ce qui va au fond faire que l'entreprise fonctionne. Donc c'est tout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, voir ce qui se passe à l'extérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur, et au fond comment tout ça ça roule, quoi. Comment tout ça tourne. Très important, avant qu'on commence vraiment dans le dur, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si parfois je suis allé trop vite, vous allez voir que des fois j'en vois un peu, ça accélère. Mais du coup, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander. Parce que si vous n'avez pas compris quelque chose, à 99 chances sur 100, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui n'a pas compris non plus, mais qui n'ose pas demander. Osez demander, osez poser des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes. D'accord? Alors, notre sommaire pour la journée, ça va être donc le macro-environnement, le micro-environnement, comme je vous disais, et puis les fonctions de l'entreprise. Allons voir directement, donc déjà, notre macro-environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre macro-environnement? Alors, macro,
contrairement à micro, on se souvient tous de microscope. Vous voyez, décalez-vous peut-être. Microscope, tout petit. Macro, opposé donc grand. Dans notre macro-environnement, on va voir ce qui se passe au niveau social, économique, démographique. Donc on voit bien que ça ne touche pas l'entreprise à l'intérieur. C'est l'entreprise à l'extérieur. Suivant ce qui se passe sur un plan social, économique et démographique, bah, ça peut avoir un impact sur l'entreprise. Si la population augmente, si le niveau social est élevé ou moins élevé, tout ça va avoir des répercussions sur notre boîte. Tout ce qui se passe au niveau socio-culturel, la culture des gens, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, suivant où vous êtes, encore une fois, on ne va pas du tout être confronté au même socio-culturel, et donc, nous, on va s'adapter par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez voir, ça va être une des grandes missions de l'entreprise, d'ailleurs, de justement s'adapter à son marché. Il n'y a pas une entreprise qui ne cherche pas, de façon continuelle, à s'adapter à son marché. Et vu que tout va très vite, eh ben, on est toujours en perpétuel mouvement pour justement s'adapter à ce qui se passe. On va retrouver dans notre macro-environnement tout ce qui est politique, juridique, et d'ailleurs, on pourrait rajouter environnemental, on le verra juste après, vous allez voir. Parce qu'effectivement, le politique, le juridique va venir hyper impacter. Par exemple, donnez-moi un exemple sur lequel le politique, le juridique impacte une entreprise, par exemple. Le droit du travail, le droit du travail, oui. Ouais, le droit du travail. Le droit du travail, on est en plein dedans, ça va. La convention collective, le droit du travail, tout ça va hyper impacter l'entreprise. Les droits de douane, tout ça, vont impacter l'entreprise. La TVA, par exemple, qui est au fond une loi, quelque chose décrété par l'État, que l'entreprise doit payer, va impacter l'entreprise. Donc du coup, on va avoir plein de choses effectivement dans ce politique et juridique. Et puis, dans notre macro, on va retrouver aussi la technologie. La technologie, parce que ça va à grande vitesse, et il faut toujours chercher à savoir ce qui se passe sur un plan technologique, l'évolution, suivant, encore une fois, les corps de métier dans lesquels on est, suivant dans quel type d'entreprise on est, et du coup, on va chercher à adapter effectivement ce qui se passe, ou regarder ce qui se passe sur un plan technologique, ça s'appelle la veille technologique. Donc vous allez voir que, en fait, ce macro, on va l'étudier avec une matrice qui est très connue, et qui s'appelle le Pestel. Ça vous dit quelque chose de Pestel? Voilà, vous inquiétez pas, on va le voir en détail, donc ne vous cassez pas la tête, on va aller voir ça en détail, mais ça va vraiment nous donner des informations sur ce qui se passe dans notre macro-environnement. Et vous allez voir que dans l'entreprise, on adore savoir ce qui se passe, autant en dehors qu'en dedans. Et d'ailleurs, c'est très souvent un facteur de succès ou un facteur d'échec dans les entreprises. Malheureusement, là, beaucoup de petites PME ne savent pas très bien ce qui se passe à l'extérieur et ne savent pas non plus vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est très dommageable en termes de stratégie. C'est pour ça que les grandes entreprises sont des grandes entreprises, justement, parce qu'elles savent très bien ce qui se passe à l'extérieur et elles savent très bien ce qui se passe à l'intérieur. Et en plus, elles essaient de jouer, de maîtriser ce qui se passe à l'extérieur. On va voir ça comment aussi avec le Pestel. Définition du macro. Définition du macro-environnement. On peut en trouver plusieurs, là, des définitions, vous allez voir, mais on va quand même partir là-dessus. Donc là, il y a des choses effectivement que vous pouvez prendre en note. Donc le macro-environnement est l'environnement général de l'entreprise. Pour faire simple, nous on est là, et tout ce qu'il y a autour va être notre macro-environnement. Ok, très bien. Pas de difficulté. C'est juste pour comprendre globalement ce qui se passe. Il est commun à un grand nombre d'entreprises exerçant des activités différentes, on s'en fout. Il comprend les variables qui vont influencer pardonnez-moi l'entreprise, alors que celle-ci, même de grande taille, ne pourra avoir qu'une influence très faible, voire nulle, sur ces variables. Oui dans l'absolu, j'ai envie de dire oui à 90%, mais vous allez voir que quand même, quand elles sont très grandes,
ces entreprises, elles arrivent à avoir un impact, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que sur notre macro-environnement, on n'a pas la main. On ne peut pas maîtriser. On n'a pas le... toute entreprise que je sois, c'est pas moi qui vais décider du taux de TVA. C'est pas moi qui vais décider de la loi de travail. C'est pas moi qui vais décider de l'heure légale du travail. C'est pas moi qui vais décider du taux horaire minimum. Donc du coup, même si je suis une grande entreprise, il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas. C'est pour ça que c'est à l'extérieur. Vous allez voir, ce qui est à l'intérieur, on va pouvoir le maîtriser, on va pouvoir jouer avec. On va pouvoir l'avoir entre nos mains. Mais là, puisque c'est à l'extérieur, ben, je ne l'ai pas entre mes mains. Donc du coup, ça va influencer mon entreprise et en même temps, je n'ai pas la main dessus. C'est ce qu'il faut comprendre du macro-environnement. Donc ça affecte que partiellement la gestion courante de l'entreprise, mais ça peut affecter la gestion d'entreprise, ça va affecter quoi qu'il arrive la gestion d'entreprise, par rapport justement à la loi de travail, par rapport au taux horaire, par rapport à toutes les lois qui sont en vigueur. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, heureusement d'ailleurs, mais auront un impact non négligeable sur la gestion à long terme, bien évidemment. D'une façon générale, elles vont générer des contraintes pour l'entreprise qui devra les intégrer dans son organisation stratégique et dans le fonctionnement de sa structure. Alors, nous en France, depuis longtemps, si vous voulez, on est habitué à ce que l'État soit effectivement très partie prenante dans la gestion de notre boîte. Parce que on ne peut pas faire ce que l'on veut avec les salariés, parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut en termes de taux horaire de salaire, parce qu'on ne peut pas licencier quelqu'un en claquant du doigt, parce qu'on ne peut pas décider de la TVA, etc., de taxes, etc. Donc effectivement, nous en France, on est habitué à ce que l'État ait vraiment la main dedans dans la gestion de notre entreprise. Et puis en plus, on doit rendre des comptes très régulièrement. Très régulièrement, au moins une fois par an en l'occurrence, parce que quand il y a le bilan comptable, donc pour vous, il y a pas mal de comptables qui sont dans la salle, c'est sûr qu'une fois par an, il va falloir savoir ce qui se passe exactement, pourquoi, parce que l'État va venir y mettre son nez dedans et regarder que c'est bien, que c'est OK, en rapport avec la loi. Si vous étiez aux États-Unis, l'État a beaucoup moins d'emprise qu'ici en France. Eux, ils embauchent, ils débauchent. Il y a des endroits, il n'y a même pas de taux horaire minimum. Il n'y a pas d'âge. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont déjà allés aux États-Unis. Vous avez des gens qui ont 75 ans et qui bossent. Ils mettent les courses dans le sachet en papier. Ils font des tas de boulot. Ils vous servent au restaurant. Il n'y a pas de limite, quoi. Pas de limite parce que c'est un pays qui a décidé effectivement que l'État ne mette pas trop la main dans l'entreprise. Nous en France, on n'est pas sur un fonctionnement comme ça. L'État met beaucoup la main dans l'entreprise pour savoir ce qui se passe et pour réguler un certain nombre de choses. Les congés payés, tout ce qui est droit du travail, tout à l'heure on parlait de branche, effectivement tout ça, il y a des négociations, et donc les entreprises ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc il y a des protections, il y a des garants, et qui fait que le macro va être effectivement très impacté par l'État français. Ouais. Juste une question, vous avez parlé des États-Unis, mais aux États-Unis, l'État, est-ce qu'il peut subventionner les entreprises? Est-ce que l'État peut... Alors, de façon tout à fait légale, j'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout, mais elle le fait quoi qu'il arrive. Parce que là, le fait que l'État en France subventionne certaines entreprises, ça lui permet quand même justement de vérifier si... On peut se permettre de vérifier si... Tout à fait. Tout à fait, oui. Vous avez raison. C'est qu'effectivement, l'État, dans un certain nombre d'entreprises, est carrément actionnaire. Donc là, en tant qu'actionnaire, effectivement, elle va non seulement financer, bien évidemment, mais elle va aussi regarder, comme le ferait n'importe quel patron. Quand l'État est actionnaire, il est partie prenante de la gestion d'entreprise, comme le serait n'importe quel actionnaire. Si vous, demain, vous prenez des parts dans une entreprise n'importe laquelle,
vous allez avoir votre, entre guillemets, droit de regard sur ce qui se passe en termes de gestion de l'entreprise. Vous serez invité d'ailleurs en tant qu'actionnaire à l'Assemblée Générale qui a lieu une fois par an, qui est légale, où on vous dira un peu ce qu'on a envie de vous dire, mais pour avoir un droit de regard. Si l'État est actionnaire, effectivement, il aura son droit de regard, ce qui est tout à fait logique. Ok? Alors, notre fameuse matrice dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous aider justement à comprendre et à aller chercher des informations dans notre macro-environnement. Ça s'appelle le PESTEL. Sinon, on n'arrive pas très bien à lire, mais vous arrivez à lire méthode PESTEL. C'est l'analyse de l'environnement. Alors ça, notez-le bien, apprenez-le, parce que ça, il y a de fortes chances pour qu'un jour à l'examen, on vous en parle. Donc le PESTEL, c'est quoi? C'est tout ce qui est politique, économique, social, technologique, écologique et tout ce qui est législatif. Donc, vous voyez bien que sur ces domaines-là, l'entreprise n'a pas beaucoup la main. Pas beaucoup la main sur le politique, sur l'économique, encore moins. Surtout, par exemple, si on prend la crise qu'il y a eu en 2008-2009, la petite entreprise, elle n'a pas du tout la main sur ce qui se passe sur un plan macroéconomique. Sur le niveau social, sur l'évolution de la population, l'entreprise, elle n'a pas du tout la main là-dessus, bien évidemment. Sur la technologie, à part si vous êtes une très grande entreprise qui innove, mais sinon, vous n'avez pas la main sur ce qui se passe de l'avancée technologique globale et mondiale, j'ai envie de dire. Sur le plan écologique, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, environnement entre guillemets, donc écologique. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande des consommateurs, mais au départ, c'est pas la petite entreprise du coin qui va comment dirais-je, avoir un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et puis sur le plan législatif, eh ben, c'est pas les entreprises qui font les lois. Je mets un tout petit bémol, puisque les très grosses entreprises, qu'est-ce qu'elles font les très grosses entreprises par rapport à la loi et par rapport aux politiques? Lobbying. Du lobbying. Elles font du lobbying, exactement. Elles font du lobbying. Donc, elles vont essayer d'agir comme elles peuvent pour justement avoir un impact à la fois sur le politique et sur le législatif. Et donc, au Parlement français, il y a des entreprises qui sont déclarées aptes, entre guillemets, pour faire simple, à faire du lobbying. Et pareil à Bruxelles. Pareil au Parlement européen, on a des entreprises, des gens qui sont aptes, une sorte de licence là, pour faire du lobbying. Pourquoi? Parce que ces grandes entreprises essayent d'impacter, d'influencer le politique et le législatif. Et aussi pour avoir une meilleure place, pour l'avoir. Après, à la sortie, c'est toujours du business. Si les entreprises, elles essayent d'impacter le politique et le législatif, c'est pour que leur business soit plus facile, soit plus efficace. Ni plus ni moins. Donc oui, bien évidemment, elles essayent de tirer les ficelles de la couverture à eux. C'est ça le but du lobbying, c'est qu'on tire la couverture à nous et faire en sorte que l'État nous embête pas trop, quoi, pour être poli. Donc ça existe dans tous les pays, mais ici, en France et en Europe, c'est encadré, officiellement. Officiellement. C'est encadré, mais après on sait très bien qu'effectivement, quand on va plonger d'un peu près, on se rend compte qu'une partie, par exemple, des lois au Parlement européen est écrite, la loi en tant que telle est écrite par les lobbyistes. On sait ça, c'est pas. Les amendements sont écrits par des gens qui font que ça à longueur de journée et qui sont payés par les entreprises pour justement calmer un peu les ardeurs de l'État sur, par exemple, la hausse du paquet de cigarettes, sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, comme il y a pu y avoir une époque, ou sur la chasse, ou sur... Vous en avez tout un tas, il y a tout un tas de domaines qui vont essayer d'être impactés par les entreprises pour que l'État n'aille pas trop loin dans sa main prise sur le business. Vous voyez qu'en fait, pour aller chercher l'environnement, on peut travailler sur différents niveaux. Les chaînes de valeur, les 5 forces de porteurs, ça vous verrez à un moment donné aussi, les 5 forces de porteurs, c'est intéressant. La méthode MACTOR, la matrice ADL, les matrices BCG, donc Boston Consulting Group, on verra plus ça en marketing. McKinsey pareil, on verra plus ça en marketing. Et puis notre fameuse méthode PESTEL, qui est
certainement la plus connue de toutes pour étudier le macro-environnement, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Le SWOT, vous verrez ça en marketing aussi, c'est très très intéressant. SWOT, quelqu'un connaît? Personne? Strength, Weakness, Opportunity, Threat, force, faiblesse, opportunité, menace. On va voir à la fois à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, on en reparlera. Et puis la théorie des gens. Donc l'idée, c'est vraiment ça, d'effectuer un diagnostic sur ce qui se passe, nous là où on est, et ce qui se passe autour de nous. D'accord? Plus on est précis, mieux c'est. Mais vous allez voir encore que le macro va être déjà pour des entreprises qui vont être d'une certaine taille. Les petites entreprises, les petites PME, PMI, qui constituent d'ailleurs la grande majorité du tissu des entreprises en France, enfin au moins en nombre, je parle, se soucient pas tellement au fond de ce qui se passe à l'extérieur, et ce qui est parfois un peu dommage parce que des fois ils se font piéger par la loi, ou ils se font piéger par ce qui se passe sur un plan environnemental, sur un plan écologique, j'en sais rien, ou sur un plan social, bref, et des fois ils ont un peu des revers de bâton comme ça. Mais c'est quand même hyper important de comprendre, de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que si je sais ce qui se passe à l'extérieur, je peux prévenir, entre guillemets, le danger éventuel qui peut arriver. C'est ce qui va aussi me permettre de mettre en place des stratégies. Je ne sais pas, il y a, disons n'importe quoi, il y a 20 ans en arrière, une entreprise qui fabrique, je ne sais pas trop quoi, par exemple, prenons alors, si on prend les grosses entreprises, prenons une entreprise qui travaille avec le monde de l'automobile et qui fabrique, par exemple, des pots d'échappement. Ok, pourquoi pas. Si, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, elle voit sur l'environnement que les gens vont demander de plus en plus d'écologie dans les années à venir, et que donc, un jour, les pots tels qu'on les a connus n'existeront plus. Parce que c'est ce qui finira par arriver à un moment donné avec les voitures électriques. Donc du coup cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va anticiper pour justement faire en sorte de commencer d'étudier à qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre que des pots classiques. Des pots d'échappement, moi je parlais des pots d'échappement, de façon classique. Et donc elle va anticiper sur le reste. Et c'est bien là le problème des petites et moyennes entreprises, c'est que parfois elles ont un peu de mal à anticiper sur ce qui va arriver. C'est pour ça que l'étude de notre macro-environnement est très intéressante, parce que je peux anticiper sur ce qui risque d'arriver demain. Et ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Mais pourquoi dans les petites PME, PMI on ne le fait pas? Parce qu'on est la tête dans le guidon, parce qu'il faut répondre à l'urgence, parce qu'il y a des clients à trouver, parce que c'est la vie au fond de l'entreprise. Il y a un manque de moyens. Puis il y a parfois un manque de moyens. Donc du coup, on est moyen financier ou personnel d'ailleurs, tout à fait. Donc on est la tête dans le guidon et on ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est toujours un peu dommageable pour nous. Mais c'est aussi la réalité des choses. Donc notre méthode PESTEL, vraiment, politique, économique, sociale, technologique, écologique, législatif, va nous permettre de donner des renseignements sur ce qui se passe, sur ce qu'il en est, et de comment nous, petite entreprise, ou toute entreprise, quelle qu'elle soit, pouvons nous adapter à ce qui se passe. Regardez-moi qui suis dans la formation. Aujourd'hui, on est sur une refonte, ça n'arrête pas de changer d'ailleurs depuis quelques années, sur toujours des nouvelles lois concernant la formation. On est sur le changement des OPCA. Les OPCA, vous savez peut-être ce que c'est? Les organismes financeurs, les organismes de financement des entreprises pour la formation. Donc tout ça, ça bouge, tout ça, ça change. On a intérêt, nous, une entreprise comme l'ADREC, là, elle a intérêt d'être super au courant de ce qui se passe effectivement sur le plan législatif politique dans la formation professionnelle. Parce que nous, on est directement impactés. Et ça bouge dans tous les milieux, en fait. Donc c'est toujours hyper important de savoir, au minimum, ce qui se passe à l'extérieur. En gros, la méthode PESTEL, ça permet de se tenir au courant dans tous ces domaines-là. Exact. C'est ça. Exact. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, Nicolas, c'est de se tenir au courant, de savoir ce qu'il en est, de savoir ce qui se passe, et de pouvoir peut-être, tiens, en sachant très bien ce qui se passe ou ce qui va se passer, anticiper par rapport aussi à mes concurrents. Je ne le fais pas pour la gloire, hein. Je le fais parce que je peux avoir un avantage concurrentiel à le faire. On le fait pour savoir sur quel pied danser. On le fait pour savoir, tiens, où demain, qu'est-ce qui risque de m'arriver, ou vers quoi éventuellement je peux tendre.
Donc oui, on le fait pour ça. Je peux investir, Dans quoi je peux investir? Dans quoi je peux aller? Qu'est-ce Pour qui rechercher m'inspire? des nouveaux clients. Peut-être pour rechercher aussi des nouveaux clients sur un plan social. Je ne sais pas s'il y a des profondes mutations sur un plan social ou socio-culturel, eh ben, je dois me rendre compte de choses qui vont me permettre de m'orienter, en fait. C'est ça l'idée de la macro et de la micro. Vous allez voir, ça va être cette idée de s'orienter pour pouvoir avancer. La technique préventive. Comment? C'est comme une technique préventive. C'est un peu comme une technique préventive, on pourrait dire ça. Mais vous allez voir, pour vous, c'est à peu près la même chose. Une entreprise, quand elle regarde son pestel et qu'elle voit des choses, et qu'elle regarde à l'intérieur et qu'elle voit des choses, elle va pouvoir prendre des décisions. Mais c'est comme vous. Vous regardez, par exemple, quand vous avez choisi de faire cette formation, vous avez regardé ce qui vous plaisait moins, et puis en fonction de ce qui vous plaisait, de votre environnement, il y en a qui ont dit on ne voulait pas partir à Bordeaux pour déménager parce que notre environnement est là, notre famille est là, notre vie est là, bon, du coup on va faire autrement. Mais du coup c'est au fond qu'une étude au fond de ce qui se passe dans l'environnement qui fait que je vais avoir une action sur ce qui va se passer pour moi. Et moins, pourquoi je vous ai posé tout à l'heure cette question, tiens, comment vous voyez dans 3 ans? Parce qu'en général, c'est pas vrai pour tout le monde, là, mais dans la grande majeure partie, plus vous avez un objectif défini, plus vous avez un objectif précis, plus vous avez de chances de tendre fortement vers cet objectif et d'atteindre cet objectif. Si c'est flou, au départ, vous allez peut-être partir dans plusieurs directions sans savoir exactement, et donc du coup, ça sera plus difficile d'arriver vers quelque chose vers lequel vous voulez tendre. À partir du moment où d'ailleurs, on sait effectivement vers quoi on va tendre, et qu'est-ce qui fait qu'on va savoir vers quoi on va tendre, c'est qu'on aura trouvé les vraies choses essentielles pour nous, qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qui nous donnent envie, tout simplement. Parce que vous allez voir, quand vous allez avoir envie, vous allez aller beaucoup plus loin que quand vous n'avez pas envie. Oui. Ça fait un petit peu comme les entreprises, en fait, elles ont des objectifs et elles vont mettre tout en œuvre pour y arriver. Exactement. 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 Mais plus j'ai d'informations sur ce qui se passe, mieux c'est. Voilà, notre méthode Pestel. Donc le macro-environnement peut être décrit à l'aide du modèle donc, Pestel, effectivement, qui va le décomposer en 6 sous-ensembles. Donc on va voir en détail un peu cette idée-là. Donc déjà, notre cadre politique, les décisions politiques sur les thèmes de la fiscalité ou du social, principalement. C'est là où, effectivement, on va avoir un impact sur les entreprises. Un cadre économique. On retrouve ici donc les grandes tendances liées à la conjoncture économique, la croissance, l'inflation, le chômage, ou encore la politique monétaire. Là, vous voyez bien que la petite PME-PMI, elle n'a pas, entre guillemets, elle n'a pas de poids là-dedans. Elle va juste regarder ce qui se passe, analyser ce qui se passe, et essayer de subir le moins possible. Sur un plan économique, par rapport à une conjoncture. Je ne sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, le chômage baisse. Le chômage baisse, je peux anticiper qu'effectivement, il y a plus de gens qui vont donc consommer un peu plus, et donc du coup, on peut avoir un taux de croissance qui va être supérieur, peut-être, que si le chômage augmentait, suivant ce que l'on vend. Et donc, du coup, ça va nous influencer pour préparer, effectivement, peut-être notre chaîne de production. Peut-être pour préparer notre démarche commerciale pour aller essayer de vendre plus. Enfin, on veut toujours vendre plus dans là-dessus. Mais après, ça va nous orienter sur comment on va faire. Encore une fois, notre macro, c'est vraiment au sens large ce qui se passe tout autour. Excusez-moi, vous allez nous le mettre sur... Alors, à un moment donné, là, c'est pas encore en route, là, je discutais avec Alexis ce matin, mais oui, normalement, vous devez avoir les PowerPoint. Moi, je vais être sincère avec vous, là, je suis jamais pour, mais à Lyon, comme ça, enfin même maintenant à la Drive, de façon générale, vous aurez les PowerPoint. Je vais vous dire pourquoi je suis jamais pour. Parce que si on vous donne le truc comme ça, tout livré, tout fait, ça rentre par là, et ça sort par là. Et ça, c'est très humain, hein. C'est très humain. Dans la communication, ça rentre par là, ça sort par là. Et du coup, on ne retient pas grand-chose. Et le fait d'écrire, de prendre des notes, nous fait faire une action neurologique en fait, supplémentaire pour écrire. On va en retenir un peu plus. Je ne dis pas qu'on va tout retenir. Ça peut servir de support en fait. Mais après, oui, ça va vous servir de support. Mais vous allez voir, au début, ça sert de support. Et puis après, ce qui se passe, c'est que, parce que notre cerveau, une formidable biomachine incroyable, qui a plein de talents, mais qui a un principal inconvénient, notre cerveau,
c'est qu'il est ultra feignant. Il est feignant, vous ne même pas savoir à quel point il est feignant. Et donc du coup notre cerveau il va toujours aller vers ce qui est le plus simple. Oula, attends, tu me donnes le PowerPoint, ouais, je vais pas me casser la tête à écrire. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'aime pas vous donner le PowerPoint. Parce que votre cerveau, inconsciemment, il va toujours aller vers ce qu'il y a de plus simple. Il va toujours vous laisser dans votre zone de confort. C'est là où il y a le problème. Quand vous voulez progresser, il faut aller dans votre zone d'inconfort. Exactement ce que je vous ai montré ce matin dans la courbe du changement. D'abord, on va dans l'inconfort pour gagner plus. Mais il faut entraîner le cerveau à ça. Et nous, les êtres humains, on déteste ça. Même pas ça du tout. Un cadre socio-culturel, donc les facteurs démographiques, culturels, moraux, effectivement, ou l'évolution des modes de vie, ou des mœurs, vont venir impacter, effectivement, nos décisions stratégiques. Surtout en ce moment, on est en pleine mutation. Enfin, on est tout le temps en mutation. Le monde est toujours en mutation, mais en ce moment, ça accélère vite. Pourquoi notamment? La technologie. Parce que la technologie va très vite. Et donc, parce que la technologie va très vite, et ben du coup, les entreprises sont de plus en plus obligées d'être en perpétuel mouvement d'adaptabilité. Juste une petite question. Si je comprends bien le PESTEL d'une entreprise sur, entre guillemets, un rapport. Ouais. C'est un rapport d'une analyse qui a été faite. C'est une analyse. C'est une analyse. Et ça se fait régulièrement, ça se fait... Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça se fait régulièrement? Il y a des entreprises, c'est en continu. Ça ne s'arrête jamais. Et puis vous avez des entreprises qui n'en ont jamais fait, qui n'en feront jamais. Ça dépend du secteur d'activité. Ça peut dépendre du secteur d'activité, encore peu, parce que le secteur d'activité, on a toujours un environnement. Ça dépend de la politique. Ça dépend surtout de la politique de l'entreprise. Ça dépend du poids de l'entreprise, ça dépend de l'intérêt porté à notre macro-environnement. Mais je vous promets qu'il y a plein de petites PME, PMI, où le patron, il n'a jamais entendu parler du PESTEL, ou le macro-environnement, il n'en a aucune idée. Il n'en a aucune idée. Donc du coup, lui, il fait par rapport à ce qu'il a, son instinct, ou comment il a toujours fait, et ça peut très bien marcher. Moi, je dis juste que là, on a une aide, si vous voulez, supplémentaire. Vous allez voir que la vision d'une entreprise, la stratégie d'une entreprise ne vient pas par hasard, elle ne tombe pas du ciel. La plupart du temps, dans des petites PME, PMI, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit tiens, je voudrais faire ça, je voudrais vendre tel produit, ou je voudrais amener tel service, et donc, bon, j'essaye de faire une étude de marché plus ou moins, et puis je me dis, je me lance et je verrai bien ça. Et ils ont raison d'ailleurs, ils ont raison. Dans l'absolu, il faut se lancer, il faut être dans l'action. Mais après, je me dis tiens, si je sais que il y a un marché potentiel important, je vais peut-être plutôt aller là que là. Mais ça ne marche pas par hasard. On va pas le faire par hasard. Mais j'interviens souvent aussi dans le monde de l'agriculture. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai une conférence chez un grand groupe agroalimentaire français, chez Imagrin, et où on voit effectivement, nous, les agriculteurs, il y a une forte demande aujourd'hui d'écologie, en fait. Il y a une forte demande de produits proches de chez nous et de produits verts. C'est la société qui veut ça. Là, on est carrément, maintenant, c'est en train d'arriver sur le socio-culturel, carrément. On a une demande tellement forte de fond de la part de tout un chacun qui veulent consommer bio, que du coup, on va chercher, le monde agricole va être obligé, à un moment, est déjà obligé à s'adapter et à se remettre en cause sur ces pratiques, etc. Et comme je dis moi souvent aux jeunes agriculteurs, on peut continuer à faire comme on faisait, et peut-être qu'ils auront du succès, c'est possible, parce qu'il y en a déjà tellement eu qui ont eu du succès dans l'agriculture, mais j'avoue que si j'étais jeune agriculteur, sans parler de me dire, tiens, qu'est-ce qui est mieux de faire, du conventionnel ou du bio, on s'en fout, c'est pas là la question, mais je sais que la demande, aujourd'hui, elle est sur du bio. La progression, la courbe est sur du bio. Après, je sais qu'avec ça, je ne vais pas nourrir 7,2 milliards de personnes. Donc je sais que du conventionnel va toujours avoir beaucoup de place. Mais après, ça décide, justement, grâce à ces informations, je vais pouvoir décider plus sereinement de partir d'un côté ou de l'autre. Et nous, dans l'entreprise, c'est exactement ça. Mais vous allez voir que, au début, dans l'entreprise,
suivant la taille de l'entreprise, encore une fois, mais si on parle de petite PME, PMI, pourquoi je parle souvent de petite PME, PMI? Parce que la plupart, c'est la majorité en France, la plupart des entreprises dans lesquelles vous allez bosser demain seront des PME, PMI. Hein. Les grandes entreprises, va y en avoir quelques-uns parmi vous qui risquent de tomber dans des grosses boîtes, mais ce n'est pas la majorité, quoi. La PME, donc petite et moyenne entreprise, on va dire entre 10 et 500 salariés, effectivement, c'est là où vous allez être. Après, il y a des très petites entreprises, 2, 3, 4, 5 salariés, des TPE. Et puis, on va parler aussi à un moment donné de moyennes entreprises avant d'arriver dans les grands groupes, si vous voulez. Mais entre allez, 250 et 1000, on a un nouveau critère ici pour les moyennes entreprises. Bref. Mais du coup, vous voyez bien que ces secteurs-là vont venir effectivement influencer nos décisions stratégiques pour justement pouvoir avancer dans la vie. Et derrière, est-ce qu'ils vont utiliser des outils pour avoir ces informations? Par exemple, le côté socioculturel, on parlait du bio, etc., c'est à travers des sondages, des choses comme ça. Exactement, c'est de la recherche. C'est de la recherche. Vous allez voir quand des études de marché, effectivement, comme dit Boris, c'est ça, c'est de la recherche. C'est pour ça que les petites PME, PMI, la plupart du temps, ne le font pas. Parce que ils n'ont pas déjà la conscience éventuellement de ce que ça peut apporter, ils ne voient pas l'intérêt. Et derrière, ouais, ils sont dans leur bulle. Et derrière, je ne vais pas consacrer des heures à faire ça éventuellement. Il y en a qui le font, hein, il y en a qui le font. Et ils ont souvent raison de le faire parce qu'ils se rendent compte de choses bien avant les autres. Et du coup, ça peut être intéressant. Regardez, quand il y a eu la crise de 2008-2009 aux États-Unis, la fameuse crise des subprimes, qui a impacté le monde économique de façon hallucinante. Où nous, quelques années plus tard, on a eu la déferlance, ça a été un peu comme un tsunami, si vous voulez. Nous, il y a eu le tremblement de terre, l'épicentre donc aux États-Unis notamment, ça a été l'épicentre, et puis après, ça a fait comme une vague, c'est parti, et nous, quelques années plus tard, on l'a pris de plein fouet, et vous voyez, par exemple, si je prends l'industrie automobile, eh ben, on avait notre fameux fabricant de pots qui était là, et qui avait un seul client, et lui, il a été rayé de la carte, quasiment. Parce que l'industrie automobile, quelques mois, s'est arrêtée, a fortement diminué, et on a eu plein d'entreprises qui se sont cassées la figure. Pourquoi? Parce qu'elles avaient un monoproduit, un monoclient. Un seul produit, un seul client. Il y a des entreprises qui travaillent effectivement. Moi, c'est quelque chose que je ne recommande jamais, mais ça, après, c'est de la stratégie marketing, c'est autre chose. Mais effectivement, en stratégie marketing, je ne vais jamais recommander à une entreprise de faire qu'un seul produit avec un seul client. Il y avait notre grand-mère qui nous disait, il y avait un proverbe de nos grand-mères qui essaie de nous dire. Ouais, exactement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Allez, continuons. Donc un cadre technologique, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça impacte sévèrement là, le cadre technologique. Donc il comprend les nouvelles avancées technologiques, les dépenses, recherche et des... Donc R&D, retenez ce terme aussi, R&D, recherche et développement. On en reparlera de R&D. R&D, recherche et développement. Donc c'est sûr que la technologie, à l'allure où ça va, ça impacte énormément. Ça impacte énormément tout. Ça va même impacter le socio-culturel. Pourquoi? Regardez, des études sorties aux États-Unis l'année dernière nous disaient que en 2035, on aurait 40% des métiers que l'on connaît aujourd'hui qui auront disparu. Ouais. 40%. 40% des métiers qui vont disparaître dans les 15 ans, 20 ans à venir. Pas un truc de malade mental, ça? Mais ça va être remplacé. Mais bien sûr, ça va être remplacé. Bien sûr, il y a des métiers que l'on ne connaissait pas et qui vont arriver, que l'on ne connaît même pas qui vont arriver. Les caissières, il n'y en aura plus. Comment? Les caissières, tout simplement, il n'y en aura plus. Ouais, peut-être que effectivement le métier d'hôtesse ou d'hôte de caisse sera appelé à disparaître. Parce qu'effectivement, déjà, il y a des magasins où il n'y a plus d'hôtes et d'hôtesses de caisse. Regardez, aux États-Unis, moi je travaille aussi beaucoup dans le monde du transport, on sait que les premiers camions sans chauffeur arrivent. Pardon? Enfin, il y a eu des Aux États-Unis, ils ont déjà des camions sur les routes. Ils ont déjà des camions sur les routes où il n'y a pas de chauffeur. On a déjà le métro ici. Le robot à la part Dieu. Ouais.
Ah, j'ai entendu. Ah, vous en avez plein. Vous en avez plein, vous en avez plein. La question, c'est pas de se dire est-ce que je peux faire quelque chose pour me battre contre? La question, je peux dire, c'est de toute manière, ça va arriver, et qu'est-ce que moi je peux faire dans ce nouveau monde-là? Ça, c'est intéressant. Ça m'intrigue vraiment. Hein? Le camion sans chauffeur, Ouais, c'est-à-dire. conduit tout seul. Un robot qui conduit. Il a des capteurs partout, là, il trace sur la route. Ah oui, c'est ça, mais c'est Comme ça. C'est ça. Tu arrêtes une machine, ça arrête une machine. C'est ça. On regarde des avions. Encore une fois, la question pour moi, je vais être sincère avec vous, hein, je dis pas que je trouve ça intéressant bien ou pas bien, hein, parce que moi je trouve que effectivement c'est dommage, mais à la sortie, qu'on le veuille ou pas, ça arrivera. Ah, mais peut-être. Alors après, oui, quand on regarde le macro-environnement, on regarde à loin. Hein. Ils le font par concurrence. Quand on regarde le macro-environnement, je peux vous dire que le transport aujourd'hui ne s'est jamais aussi bien porté, et qu'il en a encore pour quelques années. Pourquoi d'ailleurs, tiens au passage, pourquoi le transport se porte très bien? Développement de l'achat sur Internet. Développement de l'achat sur Internet. Développement d'achat sur Internet. Notre ami, notre copain Amazon, il en envoie partout sur la planète et il faut bien qu'il y ait des gens qui apportent le produit chez vous dans votre boîte aux lettres. Mais il faut qu'il y ait une politique de l'ouverture des frontières. On rentre sur d'autres choses. Là, derrière, c'est des politiques, c'est des légal. Mais du coup, vous voyez bien que là, on est vraiment sur le plan technologique, sur des mutations profondes. On est vraiment sur. Et ça va très vite. Très vite. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'enfant. Si j'avais un enfant, vous savez ce que je lui apprendrais au début? Je lui apprendrais pas le français ou l'anglais, je lui apprendrais les langages informatiques. Ça arrive. Je lui apprendrais le 1-0. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça va très vite. D'ici à 2035, et il y en a qui sont plus pessimiques, il y en a qui disent que ça va aller beaucoup plus vite, mais qu'on a 40% de métiers qui vont disparaître. C'est quand même dommage que nous, les êtres humains qui sont sur la Terre, ne choisissons pas notre avenir, parce que ça, c'est des grosses têtes pleines de pognon, enfin, qui décident ça, et je crois que là-dessus, il n'y a personne qui est d'accord avec tout ça. C'est la rentabilité de l'argent. La seule question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je suis heureux dans ce que je fais? Ah non, mais moi... Allez pas plus loin. Ne cherchez pas. Plus vous allez vous chercher à vous battre contre les choses, plus ce sera difficile. Plus vous allez chercher à vous battre pour quelque chose qui est intéressant pour vous, plus ce sera intéressant. Plus vous y arrivez. Plus vous vous opposez, plus ce sera difficile. Sur un plan écologique, là aussi, on a des profondes mutations. Hein, depuis quelques années, on parle... Alors moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder les informations, mais j'imagine que quand vous ouvrez votre poste de télévision, on parle quasiment que de ça à chaque 20h et à chaque 13h, c'est sur ce qui se passe sur un plan écologique. Et à juste titre d'ailleurs, parce qu'effectivement, on sait que on a des problèmes là qui s'en viennent, on a des problèmes qui arrivent. On commence à les avoir de plein fouet, et pour nous encore pas trop impactés, mais aller poser la question à des habitants de Wallis et Futuna, où ils ont des îles à 0 niveau de la mer, c'est dire qu'eux ils sont comme ça. Donc il faut faire à la fois l'évolution des réglementations liées à la protection de l'environnement et celle de nouvelles attentes des clients sur la dimension éthique des entreprises. Et je vais insister là-dessus. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent qu'il y ait une forme d'éthique. Ils veulent que ça soit clean, ils veulent que ça soit classe, ils veulent que ça soit bon. Exigence. Il y a une exigence. Et nous, en France, on est très exigeants, et de plus en plus, on est très exigeants là-dedans. Regardez dans l'alimentaire. Quand il y a eu notre scandale de la viande de cheval, il y a quelques années en arrière. Alors, pas que la vache, mais quand ils ont trouvé du cheval dans les lasagnes. Ça a eu un énorme impact. On commence à s'en rendre compte aussi maintenant. Mais ça a eu les gens, ils ont dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on bouffe? Et donc, du coup, ils ont commencé à prendre l'effet inverse. Ils ont dit, oh là, il faut absolument savoir d'où ça vient. Il faut absolument savoir si c'est clean, si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Et donc, du coup, eh ben, ils ont demandé tout simplement quoi? Plus d'éthique, plus de traçabilité, plus de maîtrise, en fait, sur l'information qu'on a. Vous croyez que ça vient de là? Parce que maintenant, Les labels, les trucs comme ça, par exemple. on assiste aussi beaucoup. Non, mais c'est de ça que vous parlez? Non.
On assiste aussi beaucoup au développement des applications justement pour savoir. Style Yuka, effectivement, vous allez scanner vos produits. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a une demande de la population d'avoir quelque chose d'éthique. Il y a une demande de la population d'avoir quelque chose d'éthique. Et je peux vous dire que dans les business, aujourd'hui, un peu en plus, moi je suis dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises veulent aller vers quelque chose de plus éthique. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que les gens veulent ça, et que si j'arrive à leur servir ça, eh ben ils vont acheter chez moi plutôt que chez quelqu'un. Ça veut dire qu'avant c'était très politique. C'est toujours dans l'absolu. C'est toujours dans l'absolu. Mais vous allez voir, quand on va passer sur du management, j'appelle tous les managers, quand on regarde sur les politiques managériales, à être le plus éthique possible, à être le plus clean possible, à être le plus classe possible, et à être le plus dans la vérité possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que demandent les consommateurs. Le consommateur, il veut que ça soit clean, il veut que ça soit classe, il veut que ça soit éthique, il veut que ça soit responsable, il veut que ça soit, il veut pas polluer, il a pas, même si inconsciemment, ou plutôt, peut-être parce que des fois on n'a pas le choix, on va consommer des choses qui vont être mauvaises, nous, on va essayer de se protéger en tant qu'individu un maximum pour dire non, je fais les choses bien, je fais les choses de façon classe et éthique. Et donc les entreprises répondent à ce besoin-là de plus en plus. Et il y a fort business, il y a fort business à faire là-dedans. On peut aussi donc y intégrer les ressources naturelles que va utiliser par exemple l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises, dès qu'elles peuvent vous mettre un label, justement on parlait de label tout à l'heure, mais un label style ISO ou style me comporte bien, je suis bon pour la planète, ils n'hésitent pas, hein, ils vous le mettent et puis ils vous communiquent là-dessus. Prenez par exemple les hypermarchés. Les hypermarchés, alors maintenant là c'est vraiment en train de changer, mais prenez l'hypermarché, ne serait-ce qu'il y a juste 2 ou 3 ans en arrière. Prenez l'hypermarché il y a 2 ou 3 ans en arrière, quand ils faisaient de la pub, ils faisaient de la pub sur quoi? Sur le produit bio qu'ils étaient en train de vendre. Et dire on vend du bio chez nous. Vous prenez la communication des hypermarchés à 2 ou 3 ans en arrière, ils communiquaient que là-dessus. Mais les produits bio chez eux, ça représentait 2% de leurs produits, même pas. Mais ça représentait 95% de leur communication. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris leur macro-environnement depuis longtemps et qu'ils savent que c'est en train de tourner. Et donc ils veulent. Et quand vous regardez aujourd'hui la taille du rayon bio dans l'hypermarché, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Parce qu'il y a une demande. Donc sur un plan macro-environnemental, on va se dire tiens, bah, qu'est-ce qui est en train d'arriver et comment je peux anticiper ce qui est en train d'arriver. Faut s'adapter. Sur un cadre légal, toutes les sociétés devront respecter les lois, les règlements, tous les décrets, tout à fait normal. Quand tu disais, dans un pays, là, il y a de la corruption. Mais en France, on essaie qu'il n'y en ait pas trop. Là. L'idée, c'est ça. Maurice? J'ai une question en fait par rapport à ce que vous avez dit, parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez dit que normalement, les consommateurs ils demandent de plus en plus de produits chimiques, etc. Ouais. Et en fait, en même temps, je trouve que aujourd'hui, les producteurs agriculteurs aussi demandent fortement justement l'utilisation des pesticides. Donc, alors... C'est des choix. C'est des choix à faire pour eux parce que leur métier est facilité en utilisant des pesticides plutôt qu'en allant vers du bio qui est très contraignant pour eux. Donc c'est des choix. Après vous allez voir, il y a ce que va demander les gens, on va dire les orientations éventuelles, et puis il n'y en a jamais qu'une. Regardez aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate que les gens veulent de plus en plus de produits naturels par exemple, mais que la très grande majorité encore va acheter ses courses au supermarché et achète des produits dont on ne sait pas d'où ils viennent et dont on ne sait pas comment ils ont été traités. Et ça pose aucun problème à personne. Mais quand on m'interroge, moi je suis clean. Non mais je pense que ça a changé, justement. C'est en train de changer. Non mais je pense que, c'est mon avis, hein, pour les produits de ne pas savoir d'où ça vient, c'est noté partout, sur n'importe quel produit c'est noté. Et puis même la loi maintenant oblige à ça. Et maintenant il y a des grandes surfaces qui sont associées avec des agriculteurs, des maraîchers, voilà. En fait, ça vient de... Ça a toujours existé, mais avant ils ne communiquaient pas dessus. C'est que juste maintenant ils communiquent dessus, ça a toujours existé. C'est du marketing. C'est que du marketing, Mais vraiment, c'est une des preuves aussi qu'on est vraiment en profonde mutation là dans ces années. Vous voyez, on est en 2019, mais on est vraiment là en plein chamboulement, notamment sur le modèle de distribution. Pourquoi? L'année dernière, chose complètement inconcevable. Pour nous, là, ça fait 50 ans qu'on est dans le même modèle, mais le patron
numéro 1 de la distribution française. C'est qui le numéro 1 de la distribution française? Carrefour. 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 Carrefour, numéro 1 de la distribution française. Qu'est-ce qu'il a dit, le patron? Qu'est-ce qu'il a? Il a lancé une bombe l'année dernière. Le patron de Carrefour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a annoncé pour la première fois la fermeture d'un Oui, il y a hypermarché. un licenciement. Annoncé pour la première fois la fermeture d'un hypermarché. Il a dit en 2019, les hypermarchés qui vont fermer. Depuis 1960, premier supermarché 1958, Leclerc, mais depuis 1960, on est dans ce modèle-là d'aller faire nos courses à l'hypermarché. Et là, le modèle est en train de changer. Truc de malade mental. Hein. Truc de malade mental. Je crois que c'est arrivé progressivement que les gens sont allés au supermarché progressivement. Ah oui, non, mais c'est sûr, parce Parce qu'avant vous aviez, même si c'était en 60, vous aviez plein de petites épiceries, des petites boulangeries, des petites machins et tout. Et puis il y a eu l'ami Édouard Leclerc qui a eu cette idée de génie, il a dit tiens, on va virer les grossistes. Il avait raison, hein, il a raison, lui il vendait 30%. C'est lui qui a créé le premier grande surface, la première grande surface? Leclerc, En France, en Ouais. France, Je savais pas. en France. Alors en fait, c'est pas tout à fait juste. Goulet-Turpin, mars-avril 1958, et très rapidement derrière, à Landerneau, donc d'abord en Bretagne, Édouard Leclerc qui a inventé son système de virer effectivement les grossistes. Et là, il y a eu le vent debout, hein. À l'époque, vent debout, manifestations dans tous les sens, tous les petits épiciers, tous les petits commerces, on va mourir, oui, vous avez raison. Mais après, c'est est-ce que tu te bats contre ou est-ce que tu décides de faire autrement, travailler ou de s'agrandir, ou de s'allier, peu importe. Et il y en a qui l'ont fait puisqu'ils ont créé donc, le mouvement Leclerc, puis Intermarché, Super U, etc. Bref, on va raconter la vie des hypermarchés. C'est moi ça. Continuons. Alors pourquoi on fait ça? Dans quel but on va justement travailler sur... Il y a 10 moins 10. Ouais. Ça passe vite. Ça passe toujours vite. Donc une entreprise performante se rend compte que son environnement est une perpétuelle source d'opportunités et de menaces. Exactement. Exactement. L'entreprise va se rendre compte que l'environnement est une perpétuelle source d'opportunités et de menaces. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est vrai, on peut se dire, tiens, d'ici 20 ans, 40% des métiers vont disparaître. Quelle opportunité il peut y avoir pour moi là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Plutôt que de me dire, ah, non, je vais disparaître. Mais non. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Qu'est-ce que l'on peut anticiper? Qu'est-ce qu'on peut changer? Exactement ça. Et donc du coup, l'étude de notre macro va énormément nous aider. Si je peux anticiper ce qui arrive, eh ben, je peux anticiper ce que je vais faire. Et plus je peux anticiper ce qui arrive, et plus je peux anticiper ce que je vais faire. Donc le but, il est là, d'étudier le macro-environnement. Surveiller un environnement consiste essentiellement à dégager ces tendances d'évolution. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On va essayer d'anticiper, on va essayer de prévenir ce qui peut arriver et de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Je prends un exemple. Il y a quelques années, là, une entreprise vers chez moi, vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise Sabaro. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Ils font de l'agroalimentaire. Ils font des lentilles, notamment. Vous savez, la fameuse lentille verte du Puy. Les meilleures lentilles du monde. Un peu de chauvinisme. C'est reconnu comme ça. L'entreprise Sabaro fait de la lentille. Le nouveau patron, qui est un jeune patron, est arrivé et lui, il a regardé un peu ce qui se passait dans le macro et a dit tiens, où sont les nouvelles tendances de consommation? Il a passé un peu de temps aux États-Unis, puis il s'est rendu compte effectivement que les gens partaient de plus en plus sur le bio, le végan, le machin, le truc. Et lui il a dit attends, nous on est entreprise alimentaire, agroalimentaire, et du coup on est déjà un peu dans ces produits-là, tiens, qu'est-ce qui va marcher dans les 10 ans qui vont venir? Il s'est posé cette question. Il est tombé sur quelques produits comme le quinoa, le boulgour. Oui, dégueu. Et aujourd'hui, l'entreprise qui faisait 8-9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009-2010, aujourd'hui en fait 32 ou 33. Il continue toujours à faire des lentilles.
Mais pas beaucoup. Mais par contre, le quinoa, la boulgour, boum, il a su regarder ce qui se passait dans le macro-environnement. Il a su dire, tiens, ça va être une tendance forte. Est-ce qu'il prend un risque? Bien sûr qu'il prend un risque. Il prend toujours un risque. Quand vous entreprenez, vous prenez toujours un risque. Sans prendre de risque, on arrête. Sans prendre de risque, on va nulle part. Mais du coup, boum, il est parti là-dedans. Et aujourd'hui, l'entreprise a fait x4 en 2-3 ans. Le chiffre d'affaires, c'est un truc de malade mental. 400% sur un an, c'est jamais vu. C'est extraordinaire. Donc du coup, juste parce qu'on a regardé ce qui se passait dans notre macro-environnement, qu'on a anticipé la demande et qu'on a répondu à cette demande. Plus vous êtes tôt sur le marché, et plus vous aurez la grosse part du gâteau. Bien évidemment. L'objectif est d'identifier de façon systématique les menaces et les opportunités qui peuvent influencer l'avenir de l'entreprise. Exactement ça. Exactement ça. Ça va, vous commencez à mieux comprendre ce que c'est le macro-environnement? C'est ok pour tout le monde? On va faire des petits exercices maintenant pour justement, ça rentre un peu plus, où vous allez chercher des exemples effectivement sur quelques sujets. Comme ça nous permettra de bien intégrer effectivement ce qu'est le macro-environnement. Pas si vite. Et on est... Des questions? C'est tout bon? J'avance? C'est ok pour tout le monde? Presque? Allez, je vous laisse terminer, pas de souci. Encore une fois, s'il y a des fois je vais trop vite, n'hésitez pas. Je préfère des fois vous en mettre un peu moins et que vous compreniez vraiment, plutôt que je vous en donne beaucoup et que vous ne compreniez pas grand chose. Du coup, je préfère qu'on en voit moins, mais que vous compreniez pleinement ce qui se passe. Alors, petit exercice. C'était bon pour tout le monde? Oui. Marina? Maria? Maria, c'est bon? Sur un plan économique, petit exercice. Pour chacune de ces influences suivantes, donnez quelques exemples. Alors ce que vous allez faire, vous allez me le mettre à l'écrit. Après je vous interrogerai comme ça à la bouche. Mais du coup, on prend 2-3 minutes. Pour chacune des influences suivantes, donnez des exemples sur justement l'influence de la demande, sur l'influence de l'offre, sur l'influence démographique, sur l'influence du travail. Donnez-moi par exemple, allez on va faire le premier ensemble, l'influence de la demande. Qu'est-ce qui va influencer la demande des gens? Sur un plan économique, sur un plan économique. Le prix, par exemple, peut influencer effectivement. Mais si on regarde le prix, attention, on est où si je parle de prix? Le pouvoir d'achat. Attendez. Juste si je reviens là-dessus. Le prix, c'est qui gère le prix? C'est l'entreprise. Donc on n'est pas dans notre macro-environnement, on est dans notre micro-environnement. Donc non, le prix, on ne sera pas là. Il a raison, le pouvoir d'achat. Il a raison. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, oui, va influencer la demande et va être tout à fait dans notre macro. Donc très juste, le pouvoir d'achat. Et puis vous allez pouvoir en trouver d'autres. Et donc pour chacun de ces éléments, essayez de me trouver 1, 2, 3 petits trucs. Alors, 2-3 minutes, celui-là on va le faire vite, on corrigera vite, et puis en début d'après-midi, je vous en donnerai d'autres.
qu'il reste que 2 minutes, 3 minutes, faites-le sérieusement, bossez là-dessus, et on le corrigera qu'en début d'après-midi. Corrigez, non ?